Bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Si vous aimez boire du bon vin, cette émission est faite pour vous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bienvenue, cofondateur de YouWine. Cofondateur ou fondateur d'ailleurs? Fondateur. Fondateur, pardon. Fondateur de YouWine. En quelques mots, c'est quoi le pitch de YouWine? Déjà, avant d'aller là-dessus, il faut aller plutôt sur le why et qu'est-ce qu'il y a au départ. On voit que donc nous, notre périmètre de jeu, ce sont les grands crus de Bordeaux, de Bourgogne, du Piémont, de Californie, bon bref d'ailleurs. C'est pour ça que je disais que ceux qui sont amateurs de vin allaient apprécier cette émission, avec modération bien sûr. Évidemment. Et le constat que j'ai fait, qu'on fait aujourd'hui, c'est que ces vins sont de plus en plus inaccessibles. Et aussi de moins en moins consommés. Combien une bouteille de grand cru maintenant à Bordeaux, un grand cru bordelais en primeur, ça coûte combien? Alors, ça dépend, ça va entre une vingtaine d'euros à 450, 500 euros hors taxe pour les plus grands châteaux. Pour les premiers crus classés, ouais. Et voire même plus pour notamment des Ozone ou des Pétrus qui sont aussi dans une sphère incroyable. Ouais. Donc ça coûte de plus en plus cher. Et on a envie de les boire, on les aime. Donc comment faire? Et en fait, comment faire et comment aussi leur remettre un peu de distribution aussi derrière ça, parce qu'il y en a certains qui deviennent beaucoup plus d'objets de spéculation, de valeur refuge que des produits de consommation. Et un viticulteur, il fait du vin pour que sa bouteille soit bu. Il y en a qui investissent dedans au départ, entre l'achat primeur et au moment où il faut boire la bouteille. C'est normal. Mais la finalité, c'est quand même la consommation. Et nous, chez YouWine, on se bat pour ça. Et donc, on veut réserver nos grands crus à tous ceux qui veulent les découvrir et qui les aiment. Bon, c'est ça le pitch de YouWine. On va revenir sur cette aventure entrepreneuriale. On commence toujours par un petit regard sur l'actualité. Qu'est-ce qui, dans le domaine du vin, dans votre secteur, bouge en ce moment ? Déjà les primeurs, on est en plein dedans, on a les premiers tarifs qui sont sortis cette semaine. Il y a ça va être un bon cru alors, un bon vintage 2021 ? Assez surprenant, déjà les gens sont venus, ça c'était génial, hormis nos amis chinois, mais sinon le monde est revenu à Bordeaux, ils ont vécu ça, on a une semaine incroyable, il fait super beau, qui sont des conditions importantes aussi pour bien déguster aussi les vins. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, en fait les primeurs c'est l'occasion de se réunir, de se rencontrer. C'est l'occasion de se regrouper, donc professionnels du vin essentiellement. Nous, on offre cet accès à nos clients particuliers de vivre ces moments-là, mais on est le modèle qui permet ça. Donc se retrouve sur Bordeaux sur une semaine pour déguster en une seule fois l'ensemble des crus classés de Bordeaux. Et donc vous disiez 2021, un millésime particulier ? Et donc un millésime qui était mal né de réputation et qui finalement est nous a tous surpris et a surpris notamment les acheteurs étrangers parce que on a donc les négociants, les courtiers, les importateurs, les distributeurs qui viennent parce que derrière ils vont effectuer les achats. Donc assez hétérogène aussi, notamment sur la rive droite. Les Saint-Émilionnais qui sont proches Pomerol, qui sont aussi les terroirs aussi, et Plénoble s'en sortent très bien. Le haut plateau de Saint-Émilion aussi. Et à Pessac-Léognan, extraordinaire, que ce soit en blanc et en rouge. Donc Roussanne blanc à retenir, et notamment Sauterne. Heureux ceux qui vont avoir du Sauterne parce que les volumes sont extrêmement faible, on parle de 3 hecto-hectares, c'est juste rien. Donc ceux qui auront la chance d'avoir du Sauterne 2021 dans leur cave, je les envie. Bon, je ferai partie également, mais... ouais. Bon, on sent que vous pourriez en parler des heures, et c'est bien normal, hein, c'est vraiment une passion. Au-delà de ça, on parle beaucoup aussi des changements climatiques dans beaucoup de domaines. Ça impacte la vigne. De quelle façon ? En fait, oui, c'est des sujets évidemment qui sont suivis parce qu'on est sur le métier du viticulteur, c'est avant tout c'est d'être sur le terrain, c'est de préserver son terroir. D'autant plus dans ces crus classés, c'est la seule valeur qu'ils ont, c'est ça. Donc, vous voyez une évolution déjà sur ces terroirs ? Pour le moment, elle est plutôt positive, et même très positive en termes qualitatifs, parce que c'est ce qui est important, c'est ce qu'il y a après dans la bouteille. Dans la dernière décennie, on n'a jamais fait autant de millésimes exceptionnels, très bons, et même ça, on est monté encore d'un cran par rapport à ce qu'on faisait avant. Et on peut monter haut, ou alors à un moment donné, ça risque de redescendre et de se dégrader ? Non, pas en termes de qualité, mais après c'est vrai qu'il y a les aléas climatiques. C'est plus donc déjà le réchauffement global, aujourd'hui il a un impact qui est plutôt positif, mais qui nous demande de changer un petit peu nos méthodes de travail. Par exemple ?
Par exemple, on a des vendanges vertes qui se font l'été où on essaie d'effeuiller. Là, on va peut-être effeuiller un peu moins pour amener un peu plus d'ombre sur nos grappes. Sinon, avec les grosses chaleurs, les grappes elles peuvent un petit peu souffrir. Il y a et le merlot, qui est quand même un cépage roi, notamment en rive droite, dans lequel il est en majorité. C'est celui qui pourrait, je sais pas, dans une cinquantaine d'années, souffrir un peu plus. Et c'est-à-dire qu'on on aurait un manque de maturité dans ces cépages-là. Mais les cabernets, par contre, ils sont juste extraordinaires. Le monde vinicole est associé, et viticole, à une image de tradition, voilà, métier agricole par excellence. Est-ce que les nouvelles technologies arrivent vite? Est-ce que c'est un secteur qui bouge aussi c'est là où j'arrive. La question elle est large parce que soit on reste au niveau de la propriété, et là les technologies elles changent tous les 5 ans. Il y a toujours quelque chose. On a parlé de trait optique à un moment, qui était la grosse machine à la mode qui permettait de faire sélectionner les grains. C'est au cas par cas, en fonction d'une colorimétrie. Là, la machine qui a fait fureur l'année dernière et qui a vraiment très bien performé, c'est un densibé. Donc on met les baies dans un bassine avec du sucre, et en fait, par densité, les baies les plus légères, donc celles qu'on veut moins, elles flottent, et celles-ci on les écarte, et celles qui coulent, c'est celles qu'on récupère. Donc ça, c'était très intéressant. C'est pour la partie vinification, et pour la partie viticulture, la partie terroir. Et là, c'est là où il y a aujourd'hui, on veut limiter les entrants, notamment le cuivre, qui est effectivement, et ça tout le monde le dit, qui n'est pas bon pour nos vignes, mais qui est indispensable parce qu'il nous évite les maladies, notamment le mildiou, c'est le fameux champignon qui détruit intégralement nos Et là, il y a des solutions alors pour faire... aujourd'hui, le carcan bio notamment, il limite les volumes de cuivre que l'on peut mettre sur nos parcelles. Les solutions alternatives, il y a des essais, mais il n'y a rien aujourd'hui qui est vraiment concluant. Le principe qu'on peut avoir, notamment dans une biodynamie, c'est de dire je fais en sorte que ma vigne soit dans un environnement, le meilleur environnement possible, et qu'elle fournisse elle-même ses propres anticorps. Parce que c'est vrai, c'est comme nous, aujourd'hui, je vous mets des antibiotiques toute la journée, forcément, le jour où les maladies viennent, votre système il n'est pas capable de s'autosuffire et de s'auto-immuner contre ça. C'est un peu le même principe avec les vignes. Et donc pour ça, il faut bichonner sa matière première, donc son pied de vigne, et ça marche. Ça marche. Ouais. Voilà, donc pour la partie actualité, on va s'intéresser maintenant à YouWine, votre entreprise, et comment elle est née et où est-ce qu'elle va. Alors, comme souvent, quand je reçois un invité, je vais voir son site internet, et sans être désagréable, je n'ai pas très bien compris ce que vous faisiez en allant sur le site. Donc, il faut que vous me réexpliquiez. Oui, c'est vrai qu'on est une start-up du vin avec beaucoup de digital. On a 2 brevets et demi là, chez nous, et je n'ai jamais considéré le web comme étant un moyen d'acquisition de nos clients. Ah bon? Et ouais. Bon, là, on est en train un peu de changer. J'ai restructuré tout notre service marketing, et notamment on a créé un pôle de digital marketing parce qu'on a besoin quand même de nous rendre lisibles aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pas fait ce pari-là au départ. C'est parce que je considère que le vin demande un lien de confiance pour être vendu. On achète la recommandation de ses amis. Et donc, j'ai créé un modèle économique qui tourne autour de ça. Un B2B2C. Et le B intermédiaire, ce sont nos clients. 20% de nos nouveaux clients viennent de nos clients historiques. Le bouche à oreille. Donc, voilà, exactement. Mais ça marche aussi sur le web, le bouche à oreille. Oui, mais j'ai pas cru à ça. Nous, on travaille avec des banques privées, avec des gestionnaires de fortune, des conseillers en gestion de patrimoine. On travaille aussi avec tout type de partenaires qui a, notamment sur la Chine, parce que j'ai un bureau là-bas, je vous dirai quelques chiffres tout à l'heure, qui eux ont un accès aux clients cibles, mais dont ce n'est pas le métier de vendre du vin. Et nous, on s'occupe de toute la partie création de cave derrière. Mais alors, quand j'entends banque privée, je me dis que voilà, vous considérez le vin comme un outil de placement, d'investissement. Or, au début de l'émission, vous me disiez on voudrait que les gens le boivent et pas uniquement le spéculent sur ces bouteilles. Votre question, je l'adore. C'est exactement ça la clé. Oui, effectivement.
on peut investir. Et effectivement, on a besoin d'investir pour développer nos sociétés. Quelle est la finalité de notre investissement derrière? Est-ce que chez Uwine, les bouteilles, effectivement au départ, j'ai des profils investisseurs, donc ce sont des investisseurs consommateurs, on a aussi des profils consommateurs-investisseurs. Ces investisseurs au départ, qui achètent chaque année en moyenne pour 30 000 euros de primeur. C'est ça le budget moyen, le panier moyen? Oui, annuel. Et il faut diversifier leur risque, donc c'est chaque année, on leur recommande de mettre la même somme chaque année pour diversifier le risque sur le millésime. Donc ils investissent. Si la bouteille, on la revend à un autre investisseur, la bouteille n'est pas consommée, on ne répond pas à ces problématiques du château. Mais si la finalité de cette bouteille, c'est d'être distribuée derrière. Alors, donc, elle cherchait un équilibre entre un modèle d'invest et un modèle de distribution. La finalité, donc la question qui est posée, c'est de dire Uwine, comment tu vends la bouteille? Et là, on va leur dire, on va vendre votre bouteille au wine lover de la planète avec des puces NFC dessus, sur des canaux complètement digitaux et aussi intermédiaires via des partenaires. Donc Internet sert à quelque chose, là, ou le digital en tout cas. Et là, c'est là où il revient derrière. Donc là, il y a une notion de distribution. Donc son risque, finalement, parce que son risque, c'est la liquidité et la performance qu'on va amener sur les bouteilles. Et nous, on lui dit qu'on va vendre des bouteilles connectées. Donc finalement, quelle est la démarche qu'il fait? Il ne ferait pas plutôt une démarche de private equity plutôt qu'un investissement dans le vin? Parce qu'il croit cette histoire de Uwine qui va un peu disrupter ce marché de la distribution et lui apporter une consommation. Il ne donne pas une raison d'être à son investissement derrière. Alors, il faut se battre pour ça. Hein. Ouais, est-ce qu'on peut prendre un exemple concret? Je vous confie une petite somme d'argent ou une grosse somme d'argent. Comment ça fonctionne? Alors, prenons 10 000 pour être sur un montant neutre. Donc le principe, on peut vous travailler avec vous pour 10 000 euros, par exemple? Pour 10 000 euros, on peut travailler. C'est pas trop petit? Même moins, les consommateurs investisseurs, ils vont directement sur notre application mobile et ils peuvent rentrer dans les. On l'a vu, l'application passée, on reviendra dessus. Mais alors, donc, comment ça marche? 10 000 euros? 10 000 euros. Hein, donc chaque année, cette personne met 10 000 euros. On va lui constituer sa cave. Donc on va sélectionner les vins pour son compte, on va acheter les vins pour son compte, on va stocker les vins pour son compte. Il n'y a pas d'interaction, c'est vous on vous délègue tout? Dans la partie Cave Invest, c'est nous qui occupons tout, parce que là, on a cette vocation à revendre essentiellement les vins. Comme on individualise chacun des actifs, donc les caisses de vin auprès de chacun de nos clients, ce sont les uniques propriétaires de leur vin, ils peuvent les consommer. Mais vu les volumes d'achat, ils ne peuvent pas tout consommer parce que nos clients sont aujourd'hui des particuliers. Donc après, on leur recommande évidemment de consommer via l'application. Ils ont des alertes pour savoir quand est-ce que les bouteilles sont prêtes à boire. Et une fois par an, on fait ce qu'on appelle le badge de désinvestissement. C'est là où on dit à nos clients, on a besoin de vin parce qu'on veut les revendre derrière. Et là, nos clients disent, non, je veux les garder parce que je voudrais les transmettre à mes enfants derrière, parce que je veux les consommer. Donc, bref, il fait son choix à ce moment-là. Après, on met les vins en vente et c'est là où on prépare toutes ces stratégies marketing en vente. Et c'est vous qui les stockez également donc, pour vos clients, j'imagine? Aujourd'hui, on stocke 32 millions d'euros de bouteilles en valeur d'achat chez nous pour 680 000 bouteilles. C'est presque 3 000 m² de bouteilles sous stock chez nous. Ouais. Un des enjeux, c'est le sourcing. Comment est-ce qu'on arrive à accéder justement à ces vins que la planète entière s'arrache, les plus grandes maisons, les plus grands châteaux? Il faut y aller, il faut prendre son bâton de pèlerin, aller rencontrer les domaines et leur expliquer notre modèle. Ce modèle qui est double, qui est un modèle d'investissement. Ces grands crus, il faut savoir qu'ils n'ont aucun problème de distribution. Ils vont aller en primeur, il y a certains châteaux, ils vont vendre l'ensemble de leur stock en 2 secondes. Ils font leur chiffre d'affaires annuel quasiment en quelques minutes. Comment vous les convainquez? C'est justement parce que vous réintroduisez une notion un peu de consommation? On est capable de sourcer leurs clients de demain, qu'on va directement vers le client final, celui qui boit justement cette bouteille, qu'on amène cette information, donc on enrichit le domaine avec ces informations-là, et que notre modèle est complètement distributif. Ils savent qu'il y a cette bataille chez Uwine de distribuer les vins. Et alors vous disiez, on trace les bouteilles, donc chaque bouteille, en fait le château qui vous aura confié des bouteilles, vendu des bouteilles, saura finalement qui finit par l'ouvrir? Donc depuis le mois de mai dernier, toutes nos bouteilles sont équipées d'une puce NFC sur le goulot. Donc il y en a beaucoup qui lancent ça dans un cas de NFT, de blockchain, et nous pas du tout. Nous on y va dans un cas de gestion de cave, parce que ce qu'on fait chez nous, c'est de la gestion de cave. Nos clients ils profitent de leur passion du vin, et nous on s'occupe de toutes les frictions qu'il y a derrière, de tous les sujets qu'il y a là. Alors on va revoir peut-être si on peut nous remontrer l'application, parce que c'est ça
Le centre nerveux, c'est l'application en fait pour le... Cette application, c'est Voilà. pareil, c'est aussi pour amener plus d'ergonomie, plus de confort pour nos clients. Donc, ils peuvent suivre leurs caves, donc les caves d'investissement, les caves de consommation. Ils sont invités à nos wine tours parce que ça aussi, quand on veut être dans le vin, on est passionné du vin, on veut vivre des moments. Donc là, on voit les valorisations de nos portefeuilles. C'est exactement la valorisation moyenne de tous nos portefeuilles ramenés sur une base d'achat à 100 000 euros. Derrière, on dit, bah voilà, je revends, je consomme. Et on peut déclencher soi-même la vente en disant, par exemple... Non, ça, c'est pas possible. Ça, on peut juste transférer main, en fait. de l'invest en conso. Pourquoi? Parce que derrière, il y a tout le marketing à préparer. Il faut splitter les stocks entre Bordeaux et la Chine. On a un bureau à Shanghai alors avec on un parlait stock des à Shenzhen. chiffres, là, vous êtes combien dans cette entreprise? On est 29 aujourd'hui. 29. Et donc répartis entre les deux pays. Alors, on a 3 personnes à Shanghai. Ça doit être dur en ce moment, non? Notre bureau, il a été ouvert en janvier 2020. Ouais. Donc avec des partenariats. Bon timing. Non, mais j'ai le bon timing. On a embauché un Russe pour un partenariat en février 2022. D'accord. Mais on s'accroche parce qu'on voit à long terme. Vous pouvez anticiper les tendances comme ça, si on peut vous suivre. Et la Chine, alors, parce que gros pays consommateur... Je considère que dans notre marché, qui sont les grands crus et les crus classés, une bouteille, elle a beau faire le tour du monde, il y a 6 chances sur 10 qu'elle arrive en Chine et qu'elle soit bu par un Chinois. Il y a 2 chances sur 10 qu'elle arrive aux États-Unis et qu'elle soit bu par un Américain. Le flux sur les US est beaucoup plus direct. Peut-être qu'il va passer par Londres, qui est une grosse place de trading de vin dans le monde. C'est quasiment aussi grosse, voire même aussi grosse que la place de Bordeaux. Et donc en fait, si on fait notre Pareto, les marchés des grands crus, ils sont... à l'est et à l'ouest de chez nous. D'où le bureau chinois. Et les clients, les profils, est-ce que vous avez des Européens, des Français? C'est quoi le profil type? Aujourd'hui, on a 80% de clients français, donc 20% d'étrangers, 12% d'asiatiques. Les US, c'est un marché où j'investisse beaucoup pour y pénétrer. Donc on a 2-3 clients comme ça, il y a un peu de bouche-oreille, mais on n'investit pas dessus. Et on a des clients dans 16 pays. Non 16 pays. D'accord. Combien de clients au total pour l'instant? 1500, quelque chose. Et le profil, alors est-ce qu'ils sont plus jeunes que la moyenne? Là, ils se rajeunissent vachement, c'est ça qui est génial. Et on les voit sur le terrain avec nous lors de nos différents événements. Et ça me plaît beaucoup. Et notamment des clients français qui ont maintenant le pouvoir d'achat, qui ont envie de se créer ces cas. Il faut savoir que nous, à la revente, donc lorsque les vins sont prêts à boire, les bouteilles sont en moyenne à 70-80 euros. Donc il faut, donc il y a des bouteilles bien évidemment autour de 30-40 euros, mais il faut avoir l'appétence quand même de pouvoir acheter ces grands crus à ce prix-là. Et on voit avec cet effet licorne, méga levé et tout, c'est méga salaire pour une certaine catégorie de jeunes. Et eux qui sont focus sur leur boulot, nous, on leur a amené cette expérience vin. Le retour sur investissement, puisque vous êtes un produit... patrimonial, visé par l'AMF, hein, c'est ça? Enregistré, oui. Enregistré. Ouais. Le retour sur investissement, qu'est-ce qu'on peut attendre? Là, maintenant, on a du track record. Ça fait 7 ans qu'on est opérationnel. Alors, le TRI? Et alors, on parle de plus-value. L'AMF ne voulait pas qu'on mette la notion de TRI, mais on parle en plus-value nette annuelle. Donc aujourd'hui, nous, To You Wine, tout ce qu'on a vendu, on est sur du 19% annuel. Et ce client qui aurait mis 10 000 euros par an, parce que forcément les volumes de désinvestissement ont augmenté, parce que chaque année, on triple les volumes de désinvestissement chaque année. Et ce client qui aurait mis 10 000 euros par an, la même somme, il ferait du 38% net, c'est-à-dire du 6,2% net annuel. D'accord. L'inflation, c'est aussi quelque chose qui se voit dans le vin? Aujourd'hui, je reviens sur la question du marché. On a eu un marché qui était assez flat en termes de distribution, donc porteur notamment pendant le Covid sur les achats en primeur, mais sur la revente ensuite derrière, donc c'est ce marché de trading qui fait ce que j'appelle la valorisation naturelle du vin, on était relativement bas. Il y a eu la taxe Trump, il y a des effets économiques qui étaient là, le Covid aussi, les restaurants sont quand même le principal marché de distribution, donc en fait les marchés avaient du mal à progresser et depuis une petite année, ça y est, les marchés montent très très fort. Alors on va maintenant s'intéresser à votre parcours en tant qu'entrepreneur. Donc Thomas, vous êtes bordelais? Oui. Mais You Wine, c'est pas que du vin de Bordeaux, hein. Vous allez sourcer dans le monde entier? On est locataire dans 230 domaines partout dans le monde. Bordeaux, c'est que 70 domaines. En Bourgogne, en Vallée du Rhône, dans le Piémont, on adore ces vins italiens. En Californie, bref, on voyage. Vous-même, vous venez d'une famille de viticulteurs, depuis un paquet de générations, 1832 si on prend l'origine. Donc vous êtes tombé dedans petit?
J'ai toujours vécu dedans, mais j'ai pas voulu en faire mon métier parce que je suis ingénieur en aéronautique. Et comment c'est arrivé alors cette En fait, étincelle, hein? Quand j'ai commencé, moi j'ai travaillé, parce que je suis une nature hyperactive. Donc je me suis retraité dans le conseil. Parce que l'avantage, c'est que quand on aime bosser, on se charge de missions et voilà, et c'est comme ça que, en tout cas, j'ai fonctionné. Donc j'ai bossé dans le conseil en management et stratégie donc, sur Paris. Et j'ai commencé en janvier 2009. Et février, je reçois mon premier salaire. Donc je mets de côté les impôts, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prélèvement à la source. Et là, je prends conscience, je me dis, Thomas, si tu ne mets pas un peu de cet argent pour te créer ta cave personnelle, tu n'auras jamais de cave. Et donc on était, donc 2009, les primeurs 2008, mon père avait aussi une société de négoce à l'époque, qu'il a revendue depuis, et donc là je lui dis, écoute papa, je veux me créer ma cave, je veux faire ça chaque année, et donc envoie-moi tes tarifs, les tarifs des primeurs. Et là, je vois les prix, et je peux vous dire que ça a beaucoup évolué depuis 2008, entre 2008 et aujourd'hui, les prix des primeurs. Et là, même à l'époque, je trouvais ça très haut, et je me dis, mais non, mais comment je vais faire et tout. Je n'avais jamais pris conscience de la valeur des vins que j'avais la chance de déguster dans mon réseau personnel. Et néanmoins, je voulais les avoir. Et je vois que ces vins-là, avec le temps, ils se valorisent. Donc mon idée, c'était pourquoi pas acheter plus que mon besoin de consommation. J'en revendrai une partie, ça permettra de financer ma cave. D'accord, c'est comme ça qu'est née l'idée. Et qu'est née l'idée. Et après, il y avait cette notion de distribution derrière, en me disant, mais moi, je veux me battre parce que le vin, il est fait pour être bu. Donc j'ai toujours voulu me différencier sur une distribution. Parce que si on parle de modèle économique, ce client investisseur, quand il revend la bouteille au bout de 5 ans ou 8 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour Uwine ? Il a financé notre stock, il a financé notre portage de stock. C'est 680 000 bouteilles, j'en ai 0 impact dans ma structure bilancielle. Et ce qui fait une différence énorme par rapport à un négoce traditionnel. Quand nous, on gagne 1 euro, on va le réinvestir pour le client final. Aujourd'hui, une boîte qui fait 16 millions d'euros d'activité, avec donc 29 personnes, donc des charges importantes, on a des investissements qui sont très forts. On a déjà un bureau en Chine, on a une personne à Hong Kong, on a bientôt 3 brevets, on connecte toutes nos bouteilles. Personne ne l'a fait. Et pourquoi on peut le faire ? Parce que nous, cet euro, on n'est pas obligé de le mettre dans du stock. C'est quoi votre vin préféré ? On vous pose, j'imagine, parfois la question. Ouais, souvent, oui. Moi, j'ai Figeac, c'est à Bordeaux, c'est mon coup de cœur. Quand je vous dis vin préféré, c'est aussi le vin dans lequel je suis capable que j'achète pour moi. Les autres, là, je les achète directement dans un acte de consommation tellement je les apprécie. Les autres, je vais les garder parce qu'ils seront autofinancés par le modèle Uwine qu'on a créé. Figeac, en fait. Figeac à Bordeaux. Après, les découvertes, et ça aussi, c'est la beauté de notre modèle Uwine, c'est qu'on veut vraiment chiner les vins de demain, ce qu'on appelle les Rising Stars. Et maintenant, on avance tellement vite que je ne suis plus les allocations qui rentrent et je les découvre dans l'application au même titre que mes clients. Et elles viennent d'où alors, ces Rising Stars, du monde entier ? Elle a du monde entier, mais on va les voir. Là, typiquement, la dernière fois, on avait le charme de Newport. Donc Newport, on le connaît pour ses Portos, mais là, c'est son vin rouge. Je me suis dit, j'y vais, je vais essayer. Et les clients, ils font pareil. Je ne connais pas, je vais tester. Je fais confiance à Uwine parce qu'avec Uwine, je sais que j'aurai accès aux 1% des plus beaux terroirs. C'est quoi votre ambition en tant qu'entrepreneur maintenant ? Où est-ce que vous voulez porter Uwine ? On veut être le partenaire privilégié de tous les wine lovers qui veulent se constituer une cave. On a vocation à faire la grande majorité de la cave, grâce notamment aux allocations et à ces achats primeurs. Là-dessus, il y a une garantie de notre prix d'achat qui est là. Même notre modèle, dans un cadre de consommation, il apporte 70% de performance brute. Donc si on prend du net, on est autour de 50%. Et là, on n'a pas les bouteilles chez soi, on a tout service. En supermarché, par exemple. Exactement. Donc tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a cet accès direct au domaine. Et là, aujourd'hui, avec les technologies, et c'est là où ça va répondre aussi à votre question, c'est que je reprends ce client-là qui met 10 000 euros par an. On est capable aujourd'hui, grâce à notre puce NFC, de lui livrer au compte-gouttes des bouteilles prêtes à boire suivant son rythme de consommation et de ce qu'il aime. Au compte-gouttes, c'est-à-dire que je veux une bouteille depuis Bordeaux, vous me la livrez à Paris ? Automatiquement, parce que je sais, grâce à mon taxe, qu'ils ont dans leur cave. Avec un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, on qualifie leur profil. Donc on leur livre juste ce dont ils ont besoin, suivant leur rythme de consommation. Ce qu'ils ne boivent pas, ils le revendent et ils génèrent des profits pour financer leur cave. C'est une réalité aujourd'hui. C'est Netflix du vin, presque, à la demande. En tout cas, on est capable d'arriver sur ce modèle. Un mot sur les modèles qui vous inspirent, les personnes ou qui vous ont inspiré, est-ce qu'il y en a ?
Déjà, moi, je suis fan de tous les entrepreneurs. Je trouve que c'est un acte de foi qui est vraiment, vraiment très fort. Donc, quelle que soit leur taille, moi, je suis amoureux d'eux. Mais est-ce qu'il y en a un qui Et il y en a. Alors moi, j'ai une des, qui j'ai se des grands distingue? sportifs, typiquement Michael Jordan. Moi, c'est quelqu'un qui Ouais. m'inspire beaucoup avec un charisme, un leadership. Je prends Barack Obama aussi. J'aime beaucoup voilà. J'ai des gens aussi que je trouve absolument géniaux comme Elon Musk. Balancer sa voiture dans l'espace comme ça pour aller faire coucou aux Martiens, mais je trouve ça complètement décalé et absolument, absolument génial. Après, des gens qui ont un impact en fait. Le U-Wine, vous me ferez revenir un jour, mais Avec aujourd'hui plaisir. arrive sur un point où on peut bâtir un monde du vin. Parce qu'il faut Beaucoup plus laisser fort. maturer le vin et donc les entreprises. Donc j'espère qu'on en reparlera dans quelques années. Vous viendrez nous raconter la suite de cette aventure. Merci Thomas en tout cas de ce témoignage. Merci Thomas. Et puis bon vent pour la suite. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.